Bonjour à toutes et à tous. Je suis Denis Gély de l'ONERA et membre de la 3AF et je suis très heureux de vous accueillir dans cette visioconférence pour cette matinale organisée par le groupe Île-de-France de la 3AF. Alors, la matinale, c'est une formule interactive d'échange sur des sujets d'actualité de l'aéronautique et de l'espace. Le format, en fait, qui a connu un succès dès sa première édition, en 2021, est celui d'un débat. C'est pas une conférence, c'est pas un workshop, c'est un lieu de rencontre, d'expertise, de discussion, d'échange de savoir et ou de points de vue. Donc, il se déroule en deux parties. Une première partie qui va durer 40-45 minutes. On est sur un format d'une heure et demie. Donc, une moitié du temps qui sera consacré à un débat entre experts que je vais présenter dans quelques secondes. Et la deuxième partie sera ouverte aux participants pour des questions, des commentaires, des témoignages, des expériences. Et donc, toute intervention sera bienvenue. Alors, pour cela, vous pouvez d'ores et déjà vous signaler sur le chat en disant que vous souhaitez prendre la parole dans la deuxième partie ou quand j'ouvrirai cette deuxième phase, utiliser le petit logo lever la main et on donnera la parole à tous les participants, bien entendu. Euh, donc, je vous demande sauf les experts, de désactiver votre vidéo et de couper votre micro, s'il vous plaît, à tous les participants. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter les experts. Et nous avons le plaisir d'avoir quatre experts qui sont vraiment au cœur du sujet. Donc, Luc Dini, qui est membre de la 3AF, et il est président de la commission Sigma 2, qui traite de ces sujets au sein de la 3AF. Bonjour Luc. Pierre Bescon, qui est membre de la commission Sigma 2 au sein de la 3AF et qui est aussi président du comité de pilotage du GEPAN. Et donc, il nous expliquera un petit peu les liens entre ces deux institutions. Ensuite, nous avons Vincent Coste, qui est ingénieur au CNES et qui était l'ancien directeur du GEPAN. Il nous expliquera ce qu'est le GEPAN. Et Gilles Munch, qui est expert et enquêteur au sein du GEPAN. Voilà. Donc, je vous remercie chaleureusement tous les quatre. Et j'ajoute un remerciement à Patrick qui a organisé la logistique et puis l'organisation de la visio, et Elisabeth Lefebvre qui va m'aider à animer cette matinale. En ce qui me concerne, donc, j'ai le plaisir d'être le modérateur. Je précise que je suis non spécialiste du sujet, mais je suis tout à fait ravi de consolider ma culture générale sur le sujet. Alors, pour démarrer, je voudrais donc demander à Luc Dini, qui est président de la commission Sigma 2 au sein de la 3F, quel est le rôle, en quelques mots, je souhaiterais que les quatre experts puissent intervenir chacun à tour de rôle assez rapidement dans le débat. En quelques mots, quel est le rôle de cette commission au sein de la 3AF, Luc? Alors, merci pour cette introduction. Le rôle de la commission Sigma 2, créée en 2008, est de s'intéresser aux phénomènes aérospatiaux non identifiés pour les cas qui sont les cas les plus étranges, c'est-à-dire des cas qui font l'objet d'observations, voire d'observations techniques, de mesures, et pour lesquels on ne trouve pas d'explication évidente et directe en relation avec on va dire, des engins, voilà, aéronautiques, des phénomènes astronomiques, etc. C'est une des raisons pour lesquelles cette commission réunit à peu près une vingtaine de personnes, certains d'ailleurs qui sont des anciens de l'ONERA, dans des disciplines tout à fait différentes, ayant pas mal travaillé sur des sujets de défense, qui vont apporter ces expertises diverses dans des études de cas. Études de cas qui peuvent être menées au travers d'une contribution au Collège des experts du GEPAN, mais je laisse Vincent Coste, bien entendu, expliquer ce que fait le GEPAN de son côté. Donc on apporte une expertise au cas par cas, et également on s'intéresse à l'étude de cas qui sont des cas provenant de l'étranger, puisque nous avons des relations avec des institutions étrangères, par exemple au Chili. On a travaillé sur un cas d'analyse avec un département qui s'appelle le CEFA, et qui est l'équivalent du GEPAN. Donc, sujet étrange, mais qui mérite, et c'est là où on insiste,
pour pouvoir mener des analyses, la collecte de données, alors ces données peuvent venir de témoignages visuels par les témoins, on va dire lambda, ça peut venir de professionnels de l'aéronautique, des pilotes, et d'ailleurs à cet égard, nous aurons la chance aujourd'hui d'entendre les témoignages d'anciens pilotes de transport et de chasse, pilotes militaires qui ont été confrontés au sujet, et donc voilà à peu près, je dirais, le cercle dans lequel on évolue au travers de différents axes de travail, analyse des données, recommandations sur les moyens de mesure, étude des phénomènes physiques. C'est là que, je dirais, l'activité de la 3AF se situe. Merci Luc. Pierre Rescon, donc tu es membre de la commission Sigma 2 au sein de la 3AF et connais bien Luc évidemment, mais tu es également président du comité de pilotage au sein du GEPAN. Peux-tu nous expliquer voilà, quel lien tu effectues entre la 3AF et le GEPAN? Oui, merci Denis. Donc moi, ça fait une cinquantaine d'années que je m'intéresse au pan. Alors, tout le monde a remarqué qu'on dit plutôt pan qu'ovni maintenant, hein, puisqu'il s'agit autant de phénomènes que d'objets parfois. En fait, j'avais été sollicité euh, il y a exactement une cinquantaine d'années pour être le représentant, je crois, d'Uranos à l'époque, euh, alors que j'étais à Londres, pour être le représentant d'Uranos en Angleterre. Bon, j'avais décliné parce que j'étais à l'époque à la mission technique de l'armement à Londres, donc je voulais pas m'encombrer de ça. Euh, Ensuite, j'ai été directement confronté à la question quand je suis entré au CNES en 77, puisque le directeur général de l'époque, Yves Sillard, avait pris la courageuse décision de créer le GEPAN. Et en fait, j'ai pas tout de suite été impliqué dans le GEPAN, mais quand j'ai pris des fonctions de responsable des systèmes opérationnels à Toulouse, le GEPAN faisait partie de ma sous-direction. Et puis, j'ai été auditeur de l'IHEDN. L'IHEDN avait créé un rapport la même année où le GEPAN était créé. Ce rapport mettait bien en évidence la question et finalement, il soutenait bien la création du GEPAN. En fait, au fil des ans, le CNES avait diminué vraiment les ressources du GEPAN et l'IHEDN s'en est inquiété et a créé un groupe, le comité d'études approfondies, le COMETA, dont je faisais partie, et qui a pondu un rapport qui devait interpeller le gouvernement. Avec, on a eu assez peu de succès, mais le COMETA est devenu vraiment un rapport de référence dans le monde entier. Donc, faisant partie également de la 3F où je suis très actif, j'ai évidemment participé tout de suite à la commission Sigma quand elle a été créée. Et la commission Sigma, euh, finalement aussi, bien entendu, a décidé de travailler en coopération proche avec le GIPAN. Alors, il se trouve que compte tenu de mon implication dans les affaires, à un moment donné, on m'a demandé de prendre la présidence du comité de pilotage du GIPAN, que j'ai accepté bien évidemment. Et donc, on s'assure que le GEPAN, ayant très peu de ressources, la 3AF, avec sa commission, essaie d'aller un peu plus loin dans les études de cas, mais également dans des études autour du phénomène pan. Voilà. Ce que je Très voudrais bien. signaler par ailleurs, c'est qu'au plan international, beaucoup de pays, bien entendu, se sont préoccupés de la chose, puisqu'on observe ces choses-là partout. Le cas le plus intéressant, c'est celui des États-Unis, on sera peut-être amené à en parler, qui se défaussait en général de la meilleure manière quand il était interpellé par la population, et qui enfin vient de créer un organe très officiel, et qui enfin accepte d'en parler, c'est donc l'AARO, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, donc du moment que les États-Unis maintenant en parlent, je pense que les différents gouvernements, dont le nôtre, accepteront de considérer que c'est un sujet sérieux. Voilà, merci. Merci Pierre. Bon, Vincent Coste, tu es ingénieur au CNES et ancien directeur du GEPAN. Peux-tu nous présenter très rapidement ce qu'est le GEPAN? Oui, bonjour à tous. Et déjà, merci pour l'organisation de cette table ronde et discussion, débat, parce que c'est quand même c'est un sujet très original et que je trouve important et intéressant de donner à voir, de montrer. Plus on en parle, et mieux les gens
comprennent de quoi il en retourne. Alors, le GEPAN au CNES, c'est un service technique comme un autre, en fait, hein. Donc, c'est vraiment, c'est pas un organisme indépendant, c'est vraiment un service très intégré dans la structure et les rouages du CNES. Alors, bien sûr, on va discuter du sujet. Le sujet par rapport au CNES, il est très original et très différent, je dirais. C'est-à-dire que bon, le CNES en développe des grands systèmes, des lanceurs évidemment. On fournit des choses, des équipements et de la science, de la belle science et des applications pour l'observation de la Terre. C'est sûr que le sujet et moi, directeur, enfin ancien directeur du GEPAN, c'est vrai que les agents CNES, on vient chercher là souvent l'originalité et à la fois sur le fond et aussi sur la forme, hein, c'est-à-dire que les trois autres intervenants, Luc, Pierre et Gilles, là, tous les trois sont des rouages et des forces vives du GEPAN et c'est ça qui fait l'intérêt en termes d'activité du GEPAN au CNES, c'est le CNES qui travaille en interne avec une toute petite équipe mais surtout avec des compétences et des moyens qui sont totalement externes. Donc ça, c'est voilà, une activité CNES, mais très ouverte sur l'extérieur. Et merci à Sigma 2, hein, donc on va en discuter, Luc, donc Pierre au titre du pilotage du GEPAN, donc là c'est vraiment, voilà, ça permet de surveiller l'activité du GEPAN, de veiller à ce que on reste dans le périmètre qui est très clairement défini aujourd'hui, hein. Euh, Luc, au titre d'expertise, c'est vrai que Sigma 2, bon, à la fois en interne GEPAN et pour le GEPAN, Luc apporte une activité, un éclairage, des compétences qui sont très complémentaires et importantes pour le GEPAN. Et puis Sigma 2 va à l'international, hein, Pierre, tu l'as dit. Donc là, c'est vrai que voilà, le GEPAN reste vraiment sur des enquêtes nationales. Et pour citer, passer la main à Gilles, voilà, Gilles, les forces vives d'experts et d'enquêteurs, voilà, les enquêteurs sont externes, mais externes au CNES, mais vraiment les forces vives du GEPAN. Merci Vincent. Donc Gilles Munch, tu es expert et enquêteur du GEPAN, comme vient de te présenter Vincent. Peux-tu nous expliquer vraiment assez rapidement, dans un premier temps, qu'est-ce que ça veut dire être enquêteur au GEPAN? Mais disons qu'à l'ouverture du nouveau du GIPAN, son premier directeur, Jacques Patnet, avait décidé d'ouvrir, donc il est sur l'extérieur, donc il a fait appel à des experts, d'où le comité d'experts, et c'est là qu'il m'a demandé d'en faire partie. Puis il a créé un groupe d'IPN, intervenants de premier niveau, qui sont devenus des enquêteurs, les experts comme les enquêteurs étant des bénévoles qui viennent enrichir, dans la mesure du possible, le travail de l'équipe du GEPAN. Donc moi, en tant que ufologue de longue date, c'est pour ça que M. Patnet m'avait demandé d'intégrer le groupe expert. Quand les enquêteurs ont été créés, donc j'ai rejoint naturellement également le groupe d'enquêteurs du GEPAN. Et donc notre travail, c'est à partir des cas qui sont examinés par le GEPAN, par l'équipe, le noyau dur du GEPAN, fait un premier tri, une première sélection des cas. Et à partir du moment où un cas est jugé suffisamment intéressant par les données ou par les tranchetés ou par différents facteurs, nécessite la création d'une enquête pour en savoir plus, parce que le cas est jugé intéressant. On déclenche une procédure d'enquête. Donc, il y a d'abord une enquête à distance, on y reviendra sûrement, une enquête ensuite éventuellement de terrain. Et c'est dans ce rôle-là que je peux intervenir, moi, en tant qu'enquêteur, avec mes autres camarades enquêteurs, suivant la répartition géographique, suivant la disponibilité. Ben, il y a une équipe, ça peut être un ou deux ou trois, voire trois exceptionnellement enquêteurs qui peuvent être amenés à aller sur le terrain, rencontrer les témoins et ensuite faire toute la procédure pour aboutir au classement et au rapport d'enquête. Bien, merci Gilles. Bon, ben, écoutez, merci pour cette introduction et donc on va lancer maintenant le débat entre vous. Ben, je vous laisse interagir comme vous le souhaitez, suivant les sujets que vous estimez les plus importants à
à discuter et à apporter des informations pendant la grosse demi-heure là qui est devant nous. Donc peut-être que pour lancer le débat entre vous, on pourrait peut-être approfondir comment sont recueillis les témoignages, quel type de témoignages avons-nous, et puis je vous laisse après rebondir entre vous pour donc lancer ce débat. Alors, je veux bien commencer peut-être au titre du GEPAN, c'est-à-dire hein, en termes de rouage. Et, et, et je trouve que dans un second temps, il sera très important, on parle des phénomènes PAN, de définir de quoi on parle. Hein, c'est-à-dire que entre nous, voilà, il y a tellement des fois d'a priori ou de mystères ou de fantasmes même que bon, je trouve important que le second item soit de définir de l'objet de la discussion, quoi. Alors, le recueil des témoignages, il a évolué dans le temps, hein, c'est-à-dire qu'historiquement, le GEPAN demandait à ce que tout témoignage passe par un témoignage auprès de la gendarmerie. C'était le point de passage obligé. Depuis quelques années, quelques 10, 15 années, on accepte les deux cheminements, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui va signaler une observation auprès de la gendarmerie, il y a un PV de gendarmerie qui nous est, euh, qui nous est fourni au GEPAN. Là, il y a des rouages et des mécanismes de fonctionnement du GEPAN avec des partenaires là, qui est très important et très intéressant, hein. Euh, donc, c'est la gendarmerie, l'aviation civile, Météo France, l'armée de l'air, évidemment. Voilà, il y a des partenaires, le CNRS, il y a des partenaires clés. La gendarmerie en est un. Et le deuxième mode le plus utilisé hein, dans 90% des enquêtes, c'est sur le site web du GEPAN. Il y a un questionnaire, il y a un onglet témoigner où chacun peut renseigner un témoignage et l'envoyer par simple mail, euh, envoyer le témoignage au GEPAN. Gilles, peut-être tu veux compléter? Je ne sais pas si... Bon, je pense que tu as tout dit, hein. C'est les deux canaux principaux. Et on voit simplement l'évolution, c'est que les gens passent de moins en moins par la gendarmerie parce que bon, c'est plus compliqué, il y a toujours une certaine réticence à passer par les autorités. Et donc, on a de plus en plus de témoignages par la voie d'Internet. C'est tellement plus facile pour tout le monde. Le pourcentage de cas qui arrivent par Internet est devenu très important par rapport à l'origine où c'était uniquement et majoritairement la gendarmerie. Et ce que je peux compléter, c'est que bien sûr il y a un échange, c'est-à-dire il y a un premier témoignage, mais que dans les rouages, il y a évidemment derrière l'enquêteur qui à plusieurs reprises et autant que de besoin revient vers le témoin pour comprendre. Hein, Gilles, tu vas sur Oui. ce train-là? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'un enquêteur a été affecté à un cas, il prend contact avec le témoin. Momentanément, la relation est un peu coupée de l'équipe du GEPAN. C'est l'enquêteur qui prend en charge la discussion, les échanges, les rendez-vous et l'enquête sur place s'il y a besoin de faire une enquête sur place. Il ne fait appel à l'équipe GEPAN qu'en cas de nécessité ou pour des opérations ou des procédures particulières. Sinon, il se débrouille tout seul avec les témoins. Euh, il est informé, il remplit la base de données du GEPAN dans la mesure du possible, toute sa partie qui le concerne. Et donc, il y a un échange avec l'équipe GEPAN qu'en cas de nécessité, vu que l'équipe est déjà occupée par beaucoup d'autres tâches et d'autres enquêtes. Donc, c'est c'est une relation essentiellement depuis le départ entre l'enquêteur et les témoins jusqu'à l'aboutissement du classement du cas, quoi. Et là, Et c'est juste le... un commentaire, j'en termine moi. C'est un commentaire, c'est-à-dire que le GEPAN qui délègue cette activité-là, c'est une forme de délégation en confiance, en pleine voilà, activité d'enquête. C'est une forme, ça ressemble beaucoup, moi j'aime la comparer à de la science participative. C'est pas de la science participative, mais ça, la démarche y ressemble vraiment. Et ça, moi je suis fier du CNES voilà, qui travaille de cette façon-là, c'est-à-dire que dans cette étape-là que vient de décrire Gilles, il y a vraiment une délégation totale, une confiance totale aux enquêteurs qui, qui approfondissent, qui enquêtent voilà, le témoignage et à la rencontre du témoin. Il Et y a on une peut confiance ajouter, totale, je mais il y a crois également... que
Pardon. Oui, on peut ajouter que, en fait, l'ensemble des administrations françaises est concerné par le sujet et est ravi de pouvoir faire traiter ce sujet par le GEIPAN. La gendarmerie, qui a un accord avec le CNES, reçoit beaucoup de gens inquiets parce qu'ils ont vu des choses qui les ont vraiment troublés. Et finalement, cette inquiétude, le GEPAN aide à la faire disparaître quand il réussit à expliquer le phénomène. C'est vrai de la gendarmerie, mais c'est vrai aussi de la police nationale, c'est vrai de la météo nationale, c'est vrai également de l'aviation civile, même si l'aviation civile, elle regarde les choses plutôt sous l'aspect de la sécurité des avions. Enfin, l'ensemble des administrations françaises est représenté pratiquement au comité de pilotage du GEPAN. Et moi, Luc, il faut mettre le micro. je voulais juste préciser par rapport à ce qu'avait dit Vincent. Le Japon fait une grande confiance à ses enquêteurs, mais il faut savoir quand même que les enquêteurs ont signé un protocole d'accord et ils connaissent très bien les règles, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, les procédures à engager, les démarches qu'ils peuvent faire, celles qui doivent passer par le Japon. Tout est très cadré et c'est une confiance commune et chacun respecte ses prérogatives et ce qu'il peut faire et peut prendre des initiatives dans la mesure où ça rentre dans le cadre de l'enquête et des réglementations pour respecter essentiellement la tranquillité, la vie privée des témoins. Luc, il te faut mettre le micro. Luc, il te faut mettre le micro. Merci de la remarque. Oui, je voudrais faire je dirais, deux remarques en complément de ce qui vient d'être dit. D'abord, encore une fois, l'exemple français est un exemple, je dirais, assez particulier et exceptionnel, hein, puisque voilà, le GEPAN est l'organisme qui permet de collecter les témoignages des témoins, et je parle de témoins avant de parler de, je dirais, d'observation, et donc, recueillant ces témoignages, a la capacité à mener ensuite des enquêtes avec les moyens dont il dispose, jusqu'à temps de publier, et ce mot publier est important, les cas qui ont été enquêtés. C'est une originalité. Si on fait un parallèle avec les États-Unis ont mené beaucoup d'enquêtes dans un lointain passé, notamment via l'US Air Force. Ils ont arrêté ces enquêtes à la fin des années 60 en considérant que le sujet PAN n'était pas un sujet, du moins du point de vue de la défense. Renversement de situation depuis 2017 où des pilotes militaires ont observé des choses qui intriguent parce que incursion dans l'espace aérien. Néanmoins, il y a un point sur lequel je veux insister aussi, c'est que la perception visuelle des pans et donc le témoignage qui en résulte par des témoins est toujours sujet à discussion. C'est complexe de reconstituer l'environnement et de parvenir à caractériser ce qui a été observé. La caractérisation technique, donc la collecte de données techniques, de mesures si vous voulez, est aussi un sujet très important, sujet auquel les Américains s'intéressent. On le retrouve dans les travaux, l'étude de la NASA, et on en reparlera sûrement, et également dans les travaux menés par le Pentagone. Pourquoi? Parce que l'enregistrement qui peut être obtenu avec des caméras, voire l'exemple des vidéos infrarouges qui ont été diffusées par les Américains depuis 2017, pose toujours la question de ce que l'on appelle la complétude des mesures, c'est-à-dire on peut mesurer des choses très intéressantes mais pas avoir la mesure de distance, donc il faut croiser l'information entre par exemple des radars, des caméras thermiques, etc. Et ce n'est qu'au travers de ce cheminement qui est suivi par la commission Sigma 2, hein, sur certains cas qu'on a étudiés, que l'on arrive éventuellement à identifier le phénomène, s'il est identifiable, et s'il ne l'est pas, à caractériser ce que l'on appelle les observables, la signature thermique, la signature radar, des cinématiques aberrantes, c'est-à-dire des déplacements depuis une vitesse nulle jusqu'à des vitesses très élevées en ligne droite avec des virages à angle droit, etc. Et ça pose question, ça mérite étude. Entre experts. Je veux bien rebondir. Merci Luc pour avoir souligné le fait de publier. Et juste un rapide rappel, c'est vrai que le GEPAN et tenir dérouler cette activité requiert trois grands volets de compétences. Donc on a démarré sur le recueil de témoignages. Recueillir un témoignage, il y a un vrai savoir-faire hein, en termes de contenu technique, de contenu de psychologie hein, aussi, cerner
le vrai du faux quelque part, hein. Donc recueil du témoignage, l'enquête, il y a un vrai savoir-faire d'enquête avec des outils, des compétences extraordinaires, et puis la publication. Et la publication, il y a une vraie difficulté. Tu as parlé, Luc, de côté l'activité de la Haro, côté États-Unis. Ils ont enquêté sur 500 ou 600 dossiers dernièrement, et ils ont bien exprimé que il leur était techniquement impossible de publier parce que publier requiert un effort qui est juste gigantesque, quoi. Le fait de rendre anonyme, s'il y a voilà des questions un peu personnelles, voilà. Donc il y a la publication est un savoir-faire en tant que tel. Oui, et j'ajouterais que le cas américain, encore une fois, est un cas très particulier, parce que la mission de l'ARO, dans, je dirais, ses analyses de cas, est supposée synchroniser, c'est le terme qu'ils utilisaient pudiquement, synchroniser les informations provenant des différents organismes de l'État, en particulier des organismes de renseignement, ce qui pose certains problèmes qu'on a vus apparaître depuis au moins 2 ans, qui sont des problèmes de confidentialité aux États-Unis sur le sujet, parce que le sujet PAN est un sujet qui est a priori, apparemment, je dis tout cela avec beaucoup de précautions, qui est un sujet sensible et classifié. Il n'empêche que le Pentagone a démontré par la mise en place de l'ARO, d'une part, sur la pression, sous la pression évidemment du Congrès américain, euh, a mis en place donc une organisation. Cette organisation a mis en place elle-même un réseau d'information professionnel, c'est-à-dire tourné vers l'ensemble des forces américaines pour remonter toute information d'observation de PAN dans les délais les plus brefs. C'est le réseau GIADMIN qui a été mis en place depuis à peu près 1 an. Alors, quant à savoir ce qu'il sort comme information, c'est très difficile à dire. Oui, il y a le problème de la masse d'informations, mais il y a le problème aussi d'infiltrage. La preuve, c'est que le cas le plus fameux qui a été discuté depuis cette année est celui survenu en 2004 autour du groupe aéronaval Nimitz, observation qui a été relatée par des pilotes, par des contrôleurs radars, etc. Il n'empêche qu'on aurait pu imaginer que l'ARO publie dans son premier rapport un état des lieux sur cet exemple-là, d'une page, 2 pages, 2 pages et demie, et ça n'a pas été le cas. Donc, on voit bien qu'il y a une difficulté ensuite pour rapporter des informations, du moins de leur côté. Peut-être qu'on pourrait définir les pans, parce que Luc va sur un exemple là, qui effectivement est spectaculaire et connu peut-être de tous. Alors, Gilles, avec le recul que tu as peut-être? j'ai Micro, Gilles, micro. Ouais, j'oublie toujours de leur mettre. Ouais. Oui, donc les pans pour le GEPAN, c'est quelque chose d'assez vaste et c'est un peu différent de ce dont parle Luc à l'instant, qui se focalise sur des choses quand même assez précises, assez techniques, mais qui représentent une minorité des cas que rencontre le GEPAN. C'est-à-dire que le GEPAN, lui, pour lui, un pan, c'est d'abord un témoignage de personne qui a vu quelque chose qu'il n'explique pas et qui souhaiterait avoir l'explication. Et dans tout ce qu'ont vu les gens et tout ce que nous présente et nous pose comme question les témoins, on tombe rarement sur des cas dont parlait Luc, dans lequel il va y avoir des mesures techniques, il va y avoir l'intervention de technologies qui vont pouvoir donner des choses très intéressantes parce que beaucoup plus objectives que le simple témoignage humain dont on connaît toute la fragilité. Le GEPAN, lui, c'est tout l'inverse. Il a d'abord des témoignages humains. Il n'a pas pour mission ni les moyens techniques d'avoir de faire de la recherche active, c'est-à-dire de faire de la recherche de données physiques qui soient utilisables derrière. Donc lui, quand il a le témoignage, il va à la pêche, ensuite, a posteriori, à la pêche aux données, s'il peut récupérer par les organismes, l'aéronautique ou autres, météo et autres, trouver des données techniques qui vont permettre d'alimenter l'analyse qui sera faite du témoignage et pour aboutir à une possible conclusion derrière. Mais il n'y a pas au départ, a priori, la majorité du temps, il n'y a pas du tout de données techniques qui permettent de faire de la recherche ou de l'analyse très fine, comme on souhaite le faire tous dans les cas compliqués. Et ce que fait la 3AF qui se focalise et qui fait le choix dès le départ
de se focaliser sur les cas résistants, sur les cas qui ont… Le tri a déjà été fait et il cherche à se concentrer ses efforts sur les cas qui ont un potentiel d'explication derrière, de recherche technique qui peuvent apporter quelque chose d'intéressant. Le GEPAN, lui, il ne fait pas ça, il fait d'abord le tri. Il fait déjà le premier travail sur lequel va pouvoir se baser la 3AF ou d'autres entités qui pourraient faire la même chose que la 3AF. Mais il y a quand même une grosse différence entre le travail du GEPAN et le travail de recherche derrière qui peut être de chercher à aboutir à des données plus générales sur le phénomène lui-même, sur l'identification d'un phénomène, si phénomène il y a. Oui, alors justement, concernant ce travail de tri, est-ce que vous pouvez nous indiquer combien, en moyenne, hein, sur les 2, 3 dernières années, vous avez de signalements, enfin d'observations, et combien, quel est le ratio d'enquêtes que vous diligentez derrière, à peu près en ordre de grandeur, par an? Donc, de signalements par mail, le GEPAN reçoit à peu près entre 500 et 700 mails, voilà, qui n'aboutissent pas tous sur des témoignages, hein. Donc, ça peut être du simple mail, j'ai vu ça, enfin, en quelques phrases. Et ça, on le considère pas comme un témoignage. Il faut itérer, nous, on a besoin de contenu. Et on a un questionnaire technique pour ça. Et pour répondre donc après dans le tri que l'on fait, c'est-à-dire de choses à lesquelles on trie les évidences. J'aimais bien le formuler comme ça, dans le sens où il y a des évidences pour lesquelles on trouve tout de suite une explication, et il y a des évidences pour lesquelles bon, le GEPAN n'est pas compétent pour parler de radiesthésie ou de choses. Voilà, il y a des gens, on a quand même des fois des messages sur des terrains techniques qui ne sont pas ceux du GEPAN. Donc à l'arrivée, la réponse à la question, c'est une centaine d'enquêtes par an pour lesquelles voilà, on va diligenter des enquêteurs, on va l'enregistrer et dérouler toute la méthodologie très rigoureuse et longue. Par contre, Luc, tu insistais tout à l'heure sur la constante de temps et la volonté d'être rapide. C'est vrai que le GEPAN, on est sur le fond et on a vraiment pas les moyens d'être rapide. Donc, on est sur une méthodologie ben, qui va prendre, dans le meilleur des cas, c'est 4, 5 mois. Et là, on a été très bon, mais c'est plus souvent 10 mois, 1 an, 2 ans, quoi. Et Ouais. parfois, dans les cas très complexes, plus encore. Alors, juste pour ajouter un mot sur la question de la réactivité, en fait, il y a, je dirais, plusieurs constantes de temps dans la boucle qui permet de mener une enquête et d'essayer de trouver des résultats et des explications. Euh, le délai initial, sur lequel d'ailleurs le GEPAN insiste beaucoup, hein, quand on regarde les cas les plus récents, je dirais, sont toujours intéressants parce que l'information dans la mémoire des témoins, etc., reste, je dirais, assez vivace et fraîche, donc très utile pour analyser le témoignage. Du point de vue technique, c'est le même problème parce que le mécanisme, au fond, est un mécanisme de témoignage à l'initiative des témoins qui se tournent soit vers la gendarmerie ou autre, comme c'est expliqué tout à l'heure, soit directement vers le GEPAN, ce qui fut mon cas d'ailleurs il y a longtemps, au travers d'une observation. Néanmoins, ce qui est important aussi, c'est que l'initialisation de ce processus-là, du côté du GEPAN, puisse être fait suffisamment tôt pour pouvoir éventuellement collecter des données techniques qui viendraient d'ailleurs, par exemple de l'armée de l'air. Ça, c'est très important parce que la durée de conservation des données n'est pas éternelle. Et on voit bien, nous, dans les analyses que l'on mène sur des cas anciens, fort heureusement, dans certains cas, il y a eu des enregistrements. Ça a été le cas d'un cas d'observation en France en 1994, enregistrements qui ont été communiqués par la suite donc de l'armée de l'air vers le CNES, etc., et qui ont permis quelques analyses. On n'a pas trouvé ce dont il s'agissait, mais au moins il y avait des données qui avaient été conservées. Et ça, cette boucle d'observation, on y travaille du côté de Sigma 2 pour voir comment on pourrait observer des choses et les enregistrer et pouvoir fournir au CNES des éléments, on va dire, d'origine technique qui permettraient d'initialiser sur la foi de témoins d'une part, mais ça c'est ce que vous faites déjà, mais aussi peut-être grâce à quelques données techniques d'entrée, initialiser le processus suffisamment tôt. Alors, on pourrait ajouter qu'il y a deux grosses difficultés pour l'étude de ces questions. La première, c'est qu'on a du mal à fédérer des scientifiques autour du sujet.
Pourquoi? Parce que ces observations sont très spécifiques d'une personne qui a vu, mais qui n'a pas pu mesurer. Ça, c'est la deuxième difficulté. Alors, les scientifiques, s'ils ne peuvent pas répliquer en laboratoire le phénomène tel qu'on l'a décrit, parce qu'ils n'ont pas de moyens de mesure, ben, ça ne les intéresse pas vraiment. Pour pouvoir vraiment y travailler, ils souhaitent pouvoir refaire des expériences, par exemple en labo. Et ça, c'est pas possible. Donc, cette deuxième difficulté qui consiste à avoir des moyens de mesure, ben, c'est évident. La personne qui observe quelque chose à un moment donné, euh, elle n'a pas des moyens de mesure, à part faire des photos, mais la photo, c'est pas toujours génial. Et puis, il n'y a pas forcément des radars qui ont enregistré des choses à ce moment-là. Donc, c'est une des principales difficultés également. Alors, en même temps, Pierre, pour compléter, on peut aussi, enfin, il y a une voie que l'on utilise qui n'est pas parfaite, mais qui est la voie de la comparaison des, je dirais, des observables. Par exemple, des effets électromagnétiques induits par le croisement avec un pan. Ce sont des éléments qui ont été relevés par les Américains, qu'on avait aussi identifiés de notre côté. Les quelques caractéristiques curieuses de certains de ces phénomènes, je ne veux pas globaliser, c'est pas vrai pour tous, c'est vrai pour certains, se caractérisent par exemple par des phénomènes lumineux extrêmement intenses qui peuvent faire penser à des rayonnements de plasma, des changements qui peuvent être des changements de forme, la cinématique, les grandes accélérations, etc., j'en ai déjà parlé, l'interférence électromagnétique provoquant des perturbations temporaires, soit d'équipements électroniques, soit éventuellement hein, sur les personnes à certains moments, il peut y avoir un fil conducteur sur lequel nous travaillons, hein, au travers des rayonnements micro-ondes, etc. Et c'est là l'intérêt de réunir des experts qui, pour l'un, est un spécialiste, par exemple, des armes à énergie dirigée, pour l'autre, de l'observation radar, de l'observation infrarouge, et en croisant ces spécialités-là, on peut arriver à des indices, justement, sur des comportements très bizarres, très particuliers, qui ressemblent d'ailleurs à ceux qui sont relatés par les Américains dans leurs rapports les plus récents. Donc ça, c'est une piste intéressante. On doit travailler sur les cas du passé et on doit, sur les cas, je dirais, à venir, en quelque sorte, essayer de favoriser l'observation, par exemple, par des moyens optiques, etc., qui permettraient de cerner, on va dire, un événement et sur la foi de premières données, eh bien, pourquoi pas de les transmettre au GEPAN en disant, voilà, il y a un cas qui nous paraît intéressant, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez bien initialiser une enquête? Voilà, ça, c'est ce qu'on pourrait peut-être faire plus tard. Je veux réagir, Luc, ce que tu dis est très intéressant et plein de perspectives. Je voudrais pas que les auditeurs pensent que le GEPAN est sur ce créneau-là, hein. C'est Non, mais justement la liberté et les réflexions que tu as dans Sigma 2 et c'est très bien, et c'est très complémentaire de ce que peut faire le GEPAN. Mais le GEPAN n'a pas de volet, hein, Pierre, tu es là tu présides le comité de pilotage qui vraiment a donné aussi comme GEPAN la mission de dérouler les enquêtes qui nous viennent, mais on n'a pas d'activité proactive, on n'a pas de recherche, hein. Le CNES a de la R&D en interne, le GEPAN n'a pas de R&D, quoi, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose Ouais. d'important à souligner. Et je voudrais juste rebondir et du coup passer la balle à Gilles. Là, c'est par rapport à Pierre, ce que tu pouvais dire de scientifique. Moi, j'ai eu vraiment l'honneur et le plaisir, mais le plaisir immense de voir sur une enquête, Gilles nous a sorti le phénomène de vision entoptique. Et je trouve qu'il illustre bien le fait que moi, j'ai quand même une petite frustration. Cet exemple-là, il est extraordinaire, extraordinaire de symboles, de contenu. Et par contre, j'ai pu vivre le fait que le désintérêt bon, ou l'intérêt poli, mais qui va pas plus loin par rapport à un phénomène de vision optique qui existe ou qui peut être connu, mais qui est très très peu connu. Et ce qu'on a pu voir dans l'étude que l'on a menée avec Gilles, c'est que même les ophtalmologues ne connaissent pas ce phénomène-là. Et un ophtalmologue qu'on a pu solliciter a dit, ben, moi, ce que vous m'expliquez m'intéresse vraiment parce que je vais pouvoir maintenant expliquer à mes patients ce qu'ils sont parfois amenés, eux, à observer. Donc, c'est un cas très pragmatique de terrain. Euh, c'est pas vraiment de la science, c'est une explication de physique, quoi, d'optique. Mais
Mais voilà, je trouve un peu dommage que cette activité-là, effectivement, je pense que c'est parce qu'il y a des a priori qui font que, même en termes de communication, le sujet vision optique, il n'a pas été, quand il a été repris et communiqué sur certains journaux, bon, c'était par des gens passionnés, mais il y en a eu très peu. Gilles, je ne sais pas si tu veux réagir. Oui, bon, le problème de vision optique, c'est un exemple effectivement qui illustre certaines choses intéressantes, mais qui reste très marginal au niveau des cas de Pan, hein. C'est vraiment quelques cas qui sont expliqués de cette manière-là. C'est intéressant dans la mesure où, pour reprendre ce que disait Luc tout à l'heure, le fait de comparer des cas, notamment des cas anciens ou des cas présents, de les comparer, d'analyser et pour d'essayer de trouver les points communs qu'il peut y avoir, qui peuvent relier ces cas, la vision optique, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai eu par l'occasion, j'étais à propos au Japon, en tant qu'ufologue privé, d'examiner de très nombreux cas, de faire de très nombreuses enquêtes et de tomber sur plusieurs cas qui étaient non identifiés, qu'on voyait dans les publications de l'ufologie privée, dans des revues ufologiques, on voyait des cas qui étaient jugés inexpliqués, où les gens voyaient des choses qui étaient assez similaires d'un cas à l'autre. Donc j'ai trouvé plusieurs cas qui étaient similaires et pour lesquels qui m'ont intrigué, sur lesquels je me suis posé des questions en me disant quel est le lien. Il y a forcément un lien entre ces cas-là et il faut essayer de trouver ce lien. La chance que j'ai eue dans ce cas-là, c'est que c'était des observations qui concernaient la planète Vénus en majorité ou des étoiles ou des planètes très lumineuses. Ce qui fait que la solution était facile à trouver puisque le pan correspondait à la position de la planète ou de l'étoile. Donc, une fois que j'avais la certitude que tous ces cas étaient expliqués cette explication astronomique, l'affaire était à peu près réglée. Il fallait maintenant comprendre le mécanisme. Donc, ça m'a permis de rechercher le mécanisme, de pouvoir faire moi-même des expériences avec des lunettes, des jumelles, etc. Et puis comprendre, déjà vérifier le phénomène par mes propres yeux, le constater sans forcément le comprendre. Et après, m'a poussé à chercher un peu plus et à comprendre. Et j'avais compris une partie du phénomène. Et quand on a repris ça avec le GEPAN, on est allé plus loin grâce à l'équipe du GEPAN, grâce aux contacts qui ont été pris, l'ophtalmo, etc., les expériences qui ont pu être faites au CNES, on a pu aller plus loin et comprendre le phénomène. Donc, ça montre que… Gilles, Oui. peux-tu préciser en quelques mots, excuse-moi, ce qu'est exactement la vision optique? Alors, la vision optique, c'est le fait d'observer une lumière ponctuelle à travers un instrument optique, hein, qui est mal réglé, par exemple une lunette, un télescope, une paire de jumelles binoculaires. Quand c'est binoculaire, c'est encore pire parce qu'on a deux images qui peuvent se produire avec une image qui est bien focalisée par un des objectifs, hein, et l'autre image qui est défocalisée parce que la personne ne sait pas bien régler ses jumelles. Donc, on a sur les deux yeux reçoivent des messages différents que le cerveau mélange, intègre et cherche à analyser. Donc, il voit à la fois la planète de façon très focalisée, une lumière très brillante et qui s'agite à cause des mouvements de l'œil et du tremblement de l'instrument, et sur laquelle vient s'ajouter une image complètement défocalisée de la planète, ce qui fait que ça fait un amalgame de choses qui fait que l'image défocalisée permet de projeter, de faire voir à l'œil des choses qui sont internes à l'œil. C'est-à-dire, on peut voir des défauts internes à l'œil, des objets qui se baladent à l'intérieur de l'œil. On peut voir des défauts sur la cornée, sur le cristallin. On peut voir ces vaisseaux sanguins qui sont sur la rétine. Tout ça, ça se mélange et ça fait quelque chose d'assez compliqué que le témoin n'arrive pas à interpréter. Donc, il raconte ça à des ufologues qui prennent le témoignage, qui n'arrivent pas à comprendre non plus qu'est-ce que ça peut être ce truc. Et puis, ça devient un pan non expliqué, donc un phénomène inexpliqué. Et ça se reproduit plusieurs fois. Et on a eu la chance, grâce à cette reproduction et le fait que c'était quelque chose d'assez simple, vu que c'était astronomique, ça nous a permis de remonter à la source et comprendre le phénomène. C'est un exemple. On peut trouver d'autres exemples dans l'ufologie où il peut se passer le même genre de choses. C'est Et le on arrive à une témoin, explication Denis, du phénomène qu'on arrive à identifier facilement après. en deux mots, c'est le témoin qui observe lui-même son œil, son fond Voilà. d'œil, quoi. Voilà. Il observe des choses qui sont à l'intérieur de son œil. Alors, Son fond d'œil ou justement, son œil lui-même. dans ce qui est pour vous, ce que vous avez qualifié d'évidence, hein, Oui. dans les centaines de cas que vous recevez, vous triez, vous en éliminez
un certain nombre de manière immédiate. Quelle est la taxonomie? Quelles sont les principales évidences? Là, on vient d'en voir une, donc la vision orthoptique, qui vous permettent assez rapidement de dire, bon, ben là, il s'agit de tel phénomène, tel phénomène. Est-ce que vous avez un premier catalogue de quelques explications Oui. évidentes? Oui, il y a des choses bien connues en ufologie qui sont tellement répétitives qu'on finit par les connaître par cœur quand on s'intéresse de près à la Voilà. Quelles question. sont-elles alors? Et c'est des choses qui évoluent au cours du temps. On a des exemples, tout ce qui est astronomique, observation de planètes, d'étoiles. Maintenant qu'il y a des logiciels d'astronomie, hein, ce n'était pas le cas dans les années 90. Maintenant qu'il y a des logiciels d'astronomie, c'est très rapide de trouver la solution, de voir s'il y a des astres qui peuvent correspondre à la description. Bon, tout ce qui est satellite, on a quand même, pour les cas les plus classiques, l'ISS par exemple, comme Skylab à une époque, etc. Ça, c'est facilement identifiable. On a aussi des choses comme on a eu les choses comme les Sky Tracers, donc c'est les projecteurs de boîte de nuit qui ont fait beaucoup d'observations à une époque. Personne ne connaissait ce que c'était, et puis c'est devenu petit à petit, c'est devenu complètement banal et commun. Donc on sait les reconnaître, sachant que ça se présente quand même sous des formes très différentes et il faut connaître à peu près toute la panoplie d'aspects que ça peut prendre pour essayer de les reconnaître, parce que des fois c'est évident, mais des fois c'est plus compliqué à reconnaître. Après, il y a eu les lanternes thaïlandaises. C'est pareil, ça a fait toute une vague d'observations. Maintenant, les gens les connaissent, il y a moins d'observations, mais au départ, il y avait beaucoup d'observations parce que les gens ne connaissaient pas ces lanternes. Et ces lanternes, pareil, suivant la distance, suivant l'aspect, suivant le nombre, ça peut prendre des aspects complètement différents. Il faut une certaine expérience, une certaine pratique de ces méprises, de ces sources de méprise pour bien les reconnaître rapidement. Sinon, on peut également se fourvoyer complètement, attribuer à une lanterne quelque chose qui n'est pas une lanterne, ou au contraire, ne pas la reconnaître. Il faut une certaine pratique. Et c'est ce qu'on a au GEPAN avec le nombre d'enquêteurs et la répétition des cas, puisqu'on a quand même beaucoup de cas qui arrivent et qu'on examine comme ça. On finit par identifier des familles de solutions, une famille de réponses assez faciles, ce qui permet maintenant, ce que ne faisait pas le GEPAN avant, de faire ce qu'on appelle la pré-caractérisation. C'est-à-dire qu'il y a une équipe au départ du GEPAN qui a toute une analyse avec des tableaux Excel qui permettent, en fonction des paramètres de l'observation, de déjà faire pratiquement un portrait robot très rapide pour éliminer, je dirais, facilement 50% des cas, parce que ce premier traitement permet, par l'expérience qu'on a, d'aboutir à dire, ben ça c'est très probablement une lanterne, c'est très probablement un avion, c'est un satellite, c'est une planète. Bon, après, il y a quelques petites vérifications à faire qui sont très ciblées parce qu'on sait ce qu'on cherche. Et puis, la vérification, on se vérifie ou se vérifie pas. Si ça se vérifie, l'affaire est classée, c'est identifié. Si ça ne se vérifie pas, ça se complique. Et là, on peut éventuellement poursuivre l'enquête. Sinon, le cas étant reconnu, précaractérisé, identifié, on l'élimine et on ne déclenche pas une enquête sur ces objets-là. Ça nous permet de faire déjà un tri qui nous fait gagner beaucoup de temps et D'accord. qui s'améliore d'année en année en fonction justement de l'expérience, du retour d'expérience. Ça fait une boucle, et une boucle de rétroaction, ce qui fait que la pré-caractérisation s'améliore d'année en année. Et c'est très bien pour nous. D'accord, merci. Bon, eh bien, nous allons passer à la deuxième partie de cette matinale, c'est-à-dire que nous allons donner la parole à tous les participants là, qui ont sûrement été passionnés par tout ce que vous venez de nous expliquer, là, les quatre experts, et je vous en remercie. Peut-être pourrions-nous commencer si je crois qu'il y a parmi les participants certains qui ont été témoins de pans, de phénomènes aérospatiaux non expliqués. Si l'un d'entre eux veut prendre la parole, je pense qu'on pourrait commencer par ça. Denis, oui, je voudrais juste donc dire quelques mots d'introduction avant de laisser la parole notamment là, à nos amis pilotes qui ont bien voulu participer à cette matinale. Il y a des cas qui sont des cas d'observation anciens et qui font partie de la minorité, en quelque sorte, hein, des quelques pourcents, 4% de cas non résolus, des cas réputés classés D dans je dirais, la classification du GEPAN, c'est-à-dire cas très étranges, sans explication, mais néanmoins, je dirais, fiables de par les témoignages. Alors, il en est un qui n'est pas répertorié, qui a été observé donc par Xavier Houdaille, et je le laisserai bien entendu raconter
je dirais, son cas, son observation. Donc, pilote de l'aéronaval, hein, voilà, qui a fait une observation qui remonte aux années 75 de mémoire. Il y a un autre cas qui a totalement défrayé la chronique, c'est celui du 5 novembre 1990, qui a fait l'objet de très nombreuses observations, à la fois par des observateurs au sol, d'autres en vol, etc. Une explication principale a été bien entendu trouvée car il y avait un phénomène de rentrée qui a été observé. Il n'empêche que un certain nombre d'observations répertoriées en France ou à l'étranger, il y a des témoignages de pilotes de chasse britanniques qui ont observé, je dirais, les phénomènes sous un angle différent et, je dirais, ont rapporté des observations extrêmement troublantes. Voilà. Et donc ces témoignages de pilotes sont importants car ils apportent, je dirais, un éclairage à la fois sur la problématique des professionnels de l'aéronautique et des pilotes, dans leur réaction vis-à-vis de ces phénomènes et dans la possibilité ou pas, ou la liberté qu'ils sentent de pouvoir apporter un témoignage, ce qui commence à se faire, et de l'autre, au fond, d'avoir, je dirais, leur compréhension d'un phénomène qui peut être un phénomène fugitif qui se présente lors d'une mission, lors d'une observation, et dont ils vont essayer de retracer derrière les caractéristiques. Donc nous avons avec nous le général Mignot, un général de brigade aérienne, qui a fait une observation qu'il va nous relater juste après. Nous avons le contre-amiral Oudaï, hein, donc marin, pilote de chasse, qui a fait cette observation en 1915. Et puis, il y a le général brigade aérienne retraité Jean-Marc André, qui fait d'ailleurs partie de la commission Sigma 2, qui a été pilote et commandant de centre de détection et de contrôle. D'ailleurs, le général Mignot, lui, a été patron du CNOA, hein, qui est le Centre national des opérations aériennes. Donc nous avons des professionnels de l'aéronautique qui ont été confrontés au sujet, et merci à eux pour leur témoignage et leur participation. Alors, celui qui veut prendre la parole doit ouvrir son micro. Bon, je vais peut-être alors commencer, ouvrir le bal. Bonjour à tous. Donc, je suis l'amiral Oudaï. L'événement auquel il m'a été donné d'assister s'est passé il y a maintenant près de 50 ans. C'était exactement le 21 juin 1976. Alors moi, j'étais jeune pilote. Je venais d'arriver dans ma première flottille de chasse à Landivisiau. C'était une flottille qui mettait en œuvre des étendards. L'étendard, c'était un avion qui n'était pas plus évolué que le Mirage 3. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de système inertiel, il n'y avait pas de système de combat intégré. Donc, c'était vraiment, j'allais dire, hein, le gourdeau à réaction du moment. Et ce soir-là, j'étais numéro 2 d'une section de 2 avions. Mon leader était un chef de patrouille chevronné d'expérience. Et nous partions en mission d'assaut mer contre un escorteur d'escadre. Donc ça s'est passé en fin de journée. Le coucher du soleil venait de se faire. Et quand nous sommes revenus vers la côte, on était à peu près dans le sud-ouest de Pamar, peut-être du côté de 23 heures, quand on a observé dans notre travers gauche, donc vers le nord, 2 énormes phares, 2 énormes lumières qui étaient statiques, qui étaient visiblement légèrement au-dessus de l'horizon. Enfin, on devinait que c'était au-dessus de l'horizon. Les conditions météo ce jour-là étaient bonne visibilité. Par contre, nuit quasiment noire. Une couche de nuages, c'était complètement couvert en altitude. La Lune, si elle avait pu se montrer, elle était dans son dernier quart, finissant d'ailleurs, puisque quelques jours après, c'était la nouvelle Lune. Donc on ne voyait pas grand-chose, sauf ces 2 phares qui occultaient à la limite tout le reste, parce qu'il y avait quand même Saint, le phare de l'île de Saint, qu'on ne voyait pas. Enfin, en tout cas, on l'a pas observé. Et puis également, vous avez le phare d'Ecnul, qui se trouve sur la pointe de Pimard. Quand on a vu ça, donc nous on était à 500 pieds, à plus de 400 nœuds,
à peu près à une vingtaine, une trentaine de nautiques supposées de la côte. Mon leader a appelé le centre de contrôle de zone en lui demandant s'il y avait d'autres aéronefs, des hélicos dans le secteur. Et le centre de contrôle a répondu non, non, vous êtes les seuls. Bon. Nous, de toute façon, on avait juste le pétrole qui allait pour entrer en division. On se pose et le premier mouvement, bien sûr, ça a été de vérifier qu'on avait bien vu la même chose, mais en tout cas qu'on avait bien vu ces lumières un peu étranges. C'était vraiment des lumières d'une intensité incroyable. Bon, ben, une fois qu'on s'est dit ça, on revient le lendemain matin à la flottille et on tombe sur un article. On recevait bien sûr le Télégramme et puis le Ouest France à la flottille, et on tombe sur un article qui relatait l'effroi de marins-pêcheurs qui avaient été illuminés pendant très longtemps, au moins une dizaine de minutes, peut-être davantage, je m'en souviens plus, par ces phares, ces objets curieux. Nous, vu de notre côté, on avait le sentiment d'ailleurs que ces lumières étaient plutôt à l'ouest de l'île de Sein. Mais de nuit, c'est très difficile d'avoir la notion des distances. Et en fait, vous allez voir, c'était pas si loin que ça. Donc, nous, ensuite, une fois qu'on a vu ce truc-là, il était en particulier dit dans l'article qu'à un moment donné, ces objets se sont mis en mouvement, lent, puis sont partis à une vitesse fulgurante dans l'espace. Voilà, l'article s'arrêtait là. Puis quelques temps plus tard, on a vu un autre article dans lequel il était expliqué que des promeneurs qui se trouvaient ce soir-là également sur la côte, mais au Conquet, ont observé le même phénomène. Et à un moment donné, ils ont entendu un bruit d'avion. Ils ne disent pas un bruit de jet, ils disent un bruit d'avion. Quand ce bruit est apparu, ces objets lumineux se sont mis en mouvement, lentement, puis sont partis, comme relaté par les marins-pêcheurs, à une vitesse fulgurante dans l'espace. Et lorsque le bruit des avions s'est estompé, ils sont revenus. Bon, ça, on ne l'a pas su tout de suite. Ils sont revenus, dans ce qui confirmait que ce qu'on avait vu, c'était pas des leurs, c'était pas une vue de l'esprit. Il y a eu beaucoup de témoins sur cette affaire. Voilà. Alors, nous, avec notre leader, on avait décidé de ne rien dire. Bon, on ne voulait pas passer pour des tordus. En plus, moi, bon, comme j'étais jeune pilote, je n'étais pas là pour me distinguer, mais pour apprendre mon métier. Voilà. Et donc, en gros, 50 ans se sont passés, enfin pas tout à fait, puisque j'ai intégré, si je puis dire, Sigma 2 grâce d'ailleurs à Pierre, que j'avais vu un jour sur YouTube en train de parler des ovnis. Donc j'étais très surpris de savoir que Pierre s'intéressait également à ça. Et c'est grâce à lui que je suis arrivé, j'étais présenté à Luc et que je suis dans cette commission. Mais vous voyez, à l'époque, bon, c'était vraiment très étrange. Hein, moi, en plus de ça, j'étais jeune. Hein, mon leader, lui, était moins jeune. Mais il était également un petit peu très surpris, très étrange. Phénomène très étrange qu'on a gardé pour nous pendant plus de 40 ans. Voilà l'histoire. Merci Xavier. Je propose dans la foulée d'avoir le témoignage de Bruno. Bruno, est-ce que tu peux nous relater, je dirais, le cas d'observation auquel tu as été confronté du 5 novembre 90, parce que Jean-Marc André, lui, a été aussi, je dirais, entre guillemets, impliqué dans cette affaire-là, mais vu sous un autre angle. Et puis, Patrick Dutartre, qui est un général de l'armée de l'air en retraite,
qui devait être avec nous, a également été témoin de cette observation. Malheureusement, pour des raisons personnelles, il n'a pas pu être là. J'en suis absolument désolé, mais c'est indépendant de sa volonté. Bruno, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire en résumé rapide, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Merci Luc de me laisser la parole. Merci de m'avoir invité à cette table ronde, à cette matinale, pardon. Voilà, donc moi ce qui m'est arrivé, c'est que le 5 novembre 90, j'étais en vol en basse altitude, 1500 pieds, soit 500 mètres sol, autour de la base aérienne d'Orléans, Brissy, à 19 heures. Il faisait nuit, pleine lune, sans lune, pardon, pleine nuit. On était donc en éloignement quand, à un moment ou à un autre, on m'a annoncé qu'on avait un trafic midi, un petit peu moins de midi, 11h30, donc légèrement sur notre gauche, très très légèrement, qui était dangereux. Et effectivement, quand j'ai vu ce trafic, j'ai eu l'impression que j'étais devant un gros Boeing 747 qui me décollait à la figure, devant moi, ce qui est un petit peu étonnant. Or, donc j'ai eu, en tant qu'ancien pilote de chasse, j'ai eu le réflexe, puis on n'a pas besoin d'être pilote de chasse pour commencer à vouloir l'éviter. Et puis en réalité, le trafic est passé légèrement sur notre gauche. Donc on l'a vu passer de notre gauche, passer donc de 11h30 à 11h, 10h, 9h, jusqu'au moment où on l'a entouré. Je l'ai entouré, là c'est l'ancien pilote de chasse qui est parti vers la gauche pour suivre, hein, pour aller voir de quoi il s'agissait. Et en gros, c'était une série de lumières rouges, oranges, jaunes, qui cachaient les étoiles du ciel, qui étaient assez nombreuses et qui étaient, quand il était légèrement à nos 9 heures, donc sur notre gauche, plein travers, ressemblait, je l'ai dit à ce moment-là, à un énorme porte-avions, comme si un énorme porte-avions nous passait à côté, quoi. Il était à notre niveau, voire un petit peu plus haut. On n'a pas vu de masse, on a vu juste des lumières. Le petit problème, c'est qu'on a vu des lumières qui créaient des sortes de queues de comète, et ces queues de comète étaient coupées en deux. Il manquait la moitié de l'arrière, comme si on avait pris une tache d'encre, on avait appuyé avec le doigt pour faire une queue de comète, et puis on prend un effaceur d'encre et on efface la moitié de la comète, la moitié de la queue de comète, donc elle était tronquée. Et il y avait plusieurs lumières comme ça. Alors, on peut l'expliquer par une masse. J'ai pas vu de masse. On peut l'expliquer par une autre lumière qui vient donc cacher pas d'autre lumière derrière. C'était donc étonnant. Et donc on l'a entouré. Et puis on s'est retrouvé, j'ai envie de dire derrière, mais là elle a disparu. Pas de problème dans nos instruments, pas de problème de turbulence, quoi que ce soit. Nous avons demandé très vite au contrôle aérien, au contrôle donc de la base, qu'est-ce que c'est que ce trafic, qu'est-ce que c'est que ce trafic. Ils n'avaient pas de trafic au radar. Et le contrôleur dans la tour, lui, est sorti et a effectivement vu, comme beaucoup de personnes sur la base, et comme plus de 600 personnes après en tout, hein, sur cette observation ce jour-là, ces lumières qui passaient. Ma chance, quand j'ai commandé le CNOA, c'est de rencontrer Luc Dini, à qui j'ai dit, oui, voilà, on est aussi responsable dans l'armée de l'air de faire des enregistrements des observations panne quand ça arrive. Malheureusement, j'ai envie de dire, pendant mon commandement, je n'ai pas eu à le faire. En revanche, il m'a expliqué en quoi consistait cette rentrée atmosphérique de deuxième étage de fusée Proton russe. Même jour, même heure, même cap, même lieu. OK. Sauf que, et il m'a donné la carte, je pourrais là d'ailleurs, et je le montre à chaque fois, je l'ai aussi, c'est que une entrée atmosphérique, mais là je pars sous votre contrôle, ça commence à brûler aux alentours de 80 km d'altitude. Ça brûle bien, on les voit bien. 80 km d'altitude. Or, vous imaginez bien que je ne pouvais pas voir des rentrées atmosphériques quasiment à mon niveau, voire légèrement plus hautes, à 80 km d'altitude. C'était forcément totalement vertical. Donc, deuxième souci dans l'explication qui m'a été donnée de cette rentrée atmosphérique, le problème des queues de comète, OK, et le problème de l'altitude.
Parce que s'il avait été beaucoup plus loin, éventuellement, j'aurais pu le voir à niveau, voire légèrement plus haut. Mais c'était forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Or, ce n'est pas ce que dit la carte. Donc, j'ai toujours une interrogation sur cette observation. Merci. Merci Bruno pour ce témoignage. Je vais passer la main là, tout de suite à Jean-Marc, qui lui était du côté de l'état-major de l'armée de l'air, hein, au bureau espace, si je ne me trompe, et qui était quelque part l'interlocuteur du GEPAN de l'époque. La perception, l'observation suivant les lieux où se trouvent les gens peut être tout à fait différente. Et d'ailleurs, les observations relataient, au fond, plusieurs phénomènes simultanément, c'est pas impossible. Je voudrais juste citer le cas des témoignages, non pas faits du côté français, mais du côté britannique. Il existe dans un rapport du ministère de la Défense britannique sur les PAN, hein, édité, publié en 2006, des témoignages de pilotes de Tornado qui, au moment de l'événement, donc du 5 novembre, étaient en patrouille donc, sur une trajectoire orientée est-nord-est, je crois, sur la Manche, et qui ont observé un engin qu'ils décrivaient comme un aéronef noir de la taille d'un Boeing 707, euh, présentant plusieurs lumières blanches et un halo bleu, se positionner quelques centaines de yards en avant de leur tornado, hein, donc à peu près à 9000 mètres d'altitude, Mach 0,8 disait-il, qui tout d'un coup a accéléré et les a laissés sur place. Voilà un autre témoignage très étrange qui n'a a priori pas grand-chose à voir avec une rentrée atmosphérique, juste pour parler de la complexité du sujet, nombreux témoignages qui peuvent être divers et la difficulté, bien sûr, pour interpréter tout ça derrière. Jean-Marc, peux-tu parler de ton expérience qui, au passage, n'est pas une confrontation avec les pans, mais dans la situation où tu étais, et je tiens à préciser que Jean-Marc fait partie des experts de la commission Sigma 2 qui mettent les mains dans le cambouis des données radars, des données optroniques, etc., et qui a fait de très belles restitutions. Jean-Marc. Oui, merci et bonjour à tous. S'agissant de l'affaire de 1990, j'étais effectivement en poste à l'état-major à Paris, en charge au BPRO, ce qui s'appelait le BPRO à l'époque, et en charge d'un peu des affaires spatiales de l'armée de l'air, de participation au programme, élaboration, Hélios et compagnie. À ce titre, j'étais le correspondant du GEPAN de l'époque, donc Monsieur OVNI de l'armée de l'air. Mais alors justement, c'est un peu c'est pas un contre-témoignage que je fais, c'est une absence de témoignage en ce sens que j'ai été avisé, comme tout le monde, du fait qu'on avait observé, que beaucoup de témoins avaient observé quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai appris, je dirais quasiment par les journaux, par la radio, par la télévision, mais c'est tout. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction de remonter l'information pour me dire, oh, on a vu quelque chose, il faut vite agir et enquêter. Non. Je pense que ceci est, quand même témoigne, veut dire qu'à l'époque, le phénomène OVNI ou PAN n'était pas une préoccupation majeure de la défense, de l'armée de l'air. Ça ne concernait pas, on n'a jamais perçu l'affaire comme étant une menace vis-à-vis de la situation aérienne. Et à ce titre, ça n'a pas fait l'objet quand même d'un grand débat chez nous. Ça, c'est vrai. Voilà. Et puis, contrairement à mes amis, je n'ai jamais été confronté à l'observation d'un pan. Ce qui fait que certains, quelquefois, me disent c'est un sceptique qui enquête pour trouver une explication, pour prouver qu'il n'y a pas de choses extraordinaires. Il n'empêche que je participe aux activités de Sigma 2, où j'apporte un peu mon expérience à la fois de pilote, comme mes camarades. Je sais ce que c'est que le vol, je sais ce que c'est que le témoignage d'un événement en vol où les choses vont tellement vite que quelquefois on a du mal à les restituer quand on retourne, quand on revient. Surtout à l'époque, on était sur des avions, on n'enregistrait pas encore grand-chose. Et on avait comme mémoire que sa mémoire personnelle pour restituer les choses au sol. Et quelquefois, nous doutions de nous-mêmes en disant est-ce que j'ai vu, est-ce que c'est bien ce dont je me souviens.
Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est que c'est vrai que j'ai été responsable d'un centre de détection et de contrôle radar, ce qui m'a fait voir les choses de l'autre côté du scope et m'a permis justement de pouvoir confronter les observations optiques avec les observations radar. Quand je dis observation radar, c'est que le radar est aussi un capteur qui a ses capacités et qui a ses défauts et ses limitations. Et je crois que souvent, on a tout à fait raison. Et c'est normal de croiser les informations pour essayer d'en tirer le maximum d'informations. Mais n'oublions pas que tous nos radars aéronautiques, qu'ils soient militaires ou civils, leur premier rôle, c'est de faire tout pour montrer des avions et éliminer tout ce qui n'est pas avion. D'où une difficulté quand même. Un pan, s'il a des caractéristiques extraordinaires, eh bien, le système radar, le système de filtrage, qu'il soit analogique ou numérique, puisqu'il y a plusieurs étages, eh bien, fait tout pour éliminer l'OVNI et on a des difficultés justement à restituer ce qu'il y a. En revanche, quand il s'agit de trier, de se dire est-ce qu'il y a un avion qui peut correspondre à ce qu'a vu le témoin et ce qu'on a pu observer ou enregistrer d'ailleurs sur une bande vidéo, puisque ça arrive souvent, là, oui, le radar est très utile. Mais le radar a ses limites. Voilà ce que je voulais dire, mais je n'ai pas de cas d'observation d'OVNI à vous raconter, j'en suis absolument désolé. Mais nous avons des analyses en cours sur des cas étranges, dont celui de Jersey. On en reparlera à un autre moment. Et d'ailleurs, pour ceux de la 3AF qui sont à l'écoute, donc, il y a un webinar qui a été fait il y a 10 jours, que l'on va mettre en ligne d'ici quelques jours, qui donne les interventions et les tables rondes, y compris avec des pilotes, avec des contrôleurs, sur 2 jours. 2 jours de webinaire qui sont déroulés au 6 rue Galilée et en réseau international. Je pense que ça pourra intéresser certains d'entre vous. Voilà, merci Jean-Marc, hein. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je voudrais rebondir. Merci beaucoup pour vos témoignages parce que je pense qu'il y avait des réticences à témoigner. Et un des constats du GEPAN depuis quelques années, mais moins de, je dirais, 2 ans, 3 ans, pas plus, on observe une recrudescence de témoignages de pilotes. C'est un vrai constat et une satisfaction, hein, je trouve, hein, d'évolution du regard sur les pans. C'est-à-dire, il me semble que des pilotes ont peut-être moins, et que des pilotes fassent des observations étranges. Je pense que ça a toujours été, quoi. C'est un sentiment, en tout cas. Euh, bon, je trouve satisfaisant le fait que témoigner comme vous l'avez fait là et comme le font de plus en plus de pilotes, bon, devient, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de réticence, ou moins en tout cas qu'il y a pu y en avoir. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Oui, 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 comme bien sûr. je dois Allez-y, quitter Bruno. malheureusement cette matinale dans 5 minutes. Je voudrais juste ajouter le fait que le lendemain de mon observation, on est allé voir les gendarmes. Il y a eu donc eu tout l'équipage avait vu ça, bien sûr. On a fait notre déclaration, enfin, on peut dire ça, notre observation. D'ailleurs, ça peut être lu sur le site du GEPAN, comme génial, c'est qu'il n'y a rien de caché. Sauf qu'on a barré les noms, mais on verrait le capitaine un tel, et il se trouve que le capitaine à l'époque, c'était moi. Il y a un dessin. C'est pas moi qui ai fait ce dessin, mais j'ai le même en tête. Ça correspond bien à ce que j'ai vu. Il y a aussi, pour parler du fait d'en parler ou pas aujourd'hui, il n'y a pas d'omerta réelle dans l'armée de l'air en manière officielle. Il y a une sorte d'omerta dans les escadrons pour éviter de prendre, comme disait l'amiral Oudaille tout à l'heure, d'être pris pour un tordu ou un clown. On n'en parle pas au bar de l'escadron, sinon on sait qu'on va se faire tailler les croupières tout le reste de notre carrière. Ce n'est pas le cas forcément dans le transport, puisque dans le bar de l'escadron, il n'y a personne, tous les équipages tout le temps, toujours en mission. C'est déjà ça. C'est pour ça d'ailleurs de Jacques Ring, bon, lui, il n'a jamais parlé de son observation non plus, pour la même raison. En tout cas, quand il n'y a pas très longtemps,
on m'a demandé c'était là il y a 2 ans, je crois, Luc, de participer à une émission pour parler de ça, pour témoigner. En tant qu'officier général, j'étais obligé de demander au cabinet du ministre de la Défense, ministre des Armées. Je m'attendais à à une question légère, mais à une réponse longue. Le lendemain, à peine, j'ai eu une réponse, bah oui, on fout. Dans l'armée de l'air, je pense même dans la défense, c'est un non-événement. Il n'y a pas d'intérêt particulier. Alors, soit, mais je suis très heureux que le général André soit là, soit il y a des gens cachés, planqués, un peu comme on pourrait le croire chez les Américains, ce qui n'est pas forcément le cas, qui étudient ça de très près sur les aspects défense aérienne, tout ça. Mais ça m'étonnerait. Soit on s'en fout. Et je pense qu'on s'en fout. Donc, Alors, il y a de ce côté-là. Alors, est-ce qu'il faut s'en plaindre? Est-ce qu'il faut s'en rassurer? En tout cas, dans l'armée de l'air, jusqu'à aujourd'hui, en ce qui me concerne, ce que je ressens moi, c'est un non-événement, le fait de l'observation, un panne. Merci. Et juste peut-être, Jean-Marc, très vite, vous êtes du CNOA, Monsieur Mignot, vous avez commandé le CNOA. Le CNOA est un partenaire très important. Et moi, personnellement, j'ai connu une démarche du responsable du CNOA, après un week-end, se tourner vers le GEPAN en disant que 3 pilotes avaient vu des lumières blanches, machin. Et donc, il s'agissait de rallumage du deuxième étage du Falcon 9 de SpaceX. Bon, voilà, c'est une observation qui est désormais un peu classique. Mais du coup, moi, j'ai connu une démarche CNOA de recherche de compréhension. J'ai trouvé ça très intéressant, hein, de CNOA questionner le GEPAN sur quelle était donc cette boule blanche dans le ciel ce soir-là, observée par C'était 3 pilotes. c'était notre job. Très Moi, ça bien. m'est pas arrivé pendant mon commandement. C'était notre job. Ils ont fait leur travail. Mais du côté contrôle, côté CNOA, CCOA avant, il n'y avait pas d'omerta. Il n'y avait pas de. Il s'était passé quelque chose. On essaie de savoir. Bon, c'est au sein des pilotes, on n'en parlait pas. Et puis au niveau du ministère, comme je vous le dis, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui s'y intéresse. Voilà. mais Gérard Laruelle a levé la main pour intervenir. Vas-y, Gérard. Bonjour et merci de tous ces détails passionnants. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que ces phénomènes, je dirais, ils sont répartis un peu uniformément autour de la Terre, ou est-ce qu'on les trouve plus particulièrement dans certaines régions? Donc, le GEPAN couvre que la France. Je ne sais pas si Pierre ou c'est Gilles vous voulez, ou Luc. Ouais, Luc. c'est observé dans de multiples endroits. Quand on regarde le planisphère, on regarde le nombre de pays qui ont une infrastructure pour enquêter sur les pans ou la réactive. Eh bien, voilà, les États-Unis ont réactivé leur département d'enquête. Bon, les Canadiens ont travaillé de concert avec les États-Unis sur des observations, les fameuses histoires de ballons, là, en février 2023, avec des interceptions menées par l'US Air Force. Les Russes ont beaucoup travaillé sur le sujet. Ils ont sûrement des activités au sein du ministère de la Défense, comme c'était le cas dans le passé, mais ça, on n'en sait rien. Mais ils ont réactivé des travaux au niveau scientifique, hein, à l'Académie des sciences. Les Chinois ont répondu aux Américains lorsque des rapports ont commencé à apparaître en 2021, qu'ils faisaient travailler leurs universitaires et leurs militaires sur le sujet. Donc, ce sont des phénomènes qui sont répandus dans différents endroits. Et d'ailleurs, je reviens aux Américains, ils ont publié l'année dernière, donc dans un rapport, une carte qui montrait les hotspots donc d'observation. Il y a aux abords du territoire et l'espace aérien américain des observations qui ont été faites sur des zones sensibles à l'occasion notamment de manœuvres navales, hein, que ce soit sur la côte ouest ou la côte est. Ils ont également relevé des zones d'observation ailleurs sur le globe, d'où leur réseau d'information qui est activé. Donc, voilà, on ne peut pas parler de zones particulières d'observation. Ces phénomènes, dans le temps et géographiquement, sont répandus et on retrouve les mêmes caractéristiques curieuses de comportement électromagnétique, de cinématique. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Donc voilà. Donc, bon, la France est un cas parmi d'autres, hein. Ok, merci Jean-Marc André, beaucoup. vous aviez levé la main. Vous voulez intervenir à nouveau?
Jean-Marc Oui, André. j'ai plus quelque chose à dire. Ce problème de l'omerta supposée des gens de la défense, on va dire même des gouvernements, mais là je ne suis pas compétent, je l'ai connu. Je l'ai connu du fait que justement dans les années 90, j'ai été interviewé par une revue ufologiste, je ne sais plus laquelle, sur le sujet et on m'interrogeait justement sur les ovnis. Et il y a une question qui m'a été posée. On voulait savoir, mon interlocuteur voulait savoir pour ses lecteurs combien de personnes, quel était le pourcentage des gens de l'armée de l'air dont la tâche était justement de traquer l'OVNI. Je n'osais pas lui répondre que j'étais le seul. Et j'ai eu cette réponse malheureuse, oh, vous savez, je ne peux pas vous dire. Et à partir de là, c'est à nouveau la panique, car le gars était persuadé que je cachais des choses, que c'était un secret. On bâtit une omerta à partir de on-dit ou de choses n'importe comment. J'ai trouvé ça absolument désolant, mais je ne pouvais pas en tirer autrement. Voilà, c'est mon témoignage sur ce sujet et j'aimerais bien qu'on arrête les omertas parce qu'on en voit des partout. Alors, je voudrais juste rajouter un mot par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, justement, l'échange que j'ai eu avec Bruno Mignot il y a quelques années et je dirais les différentes observations qui ont été mentionnées par Vincent, venant de pilote, montrent qu'il y a plus de facilité, au fond, je dirais, à banaliser le sujet, non pas pour dire ça ne présente aucun intérêt, mais pour dire on peut en parler, on peut relater des observations et les professionnels de l'aéronautique, de par leur mission et leur rôle, sont bien placés pour aider ce processus de caractérisation. Là où c'est moins évident, et tu parlais d'ailleurs, Bruno, là, des rapports qui sont publiés par le GEPAN, où il y a la transparence justement sur l'explication des cas, et les témoignages, on protège les témoins. Une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, et on attend d'ailleurs des résultats de demande d'information auprès du service historique de la défense, c'est que parfois il y a des règles, hein, comme la règle des 50 ans, etc., bon, qui protègent les témoins. Et donc, il y a des archives, bon, on ne sait pas si elles sont confidentielles ou pas, mais en tous les cas, qui nécessitent des demandes de dérogation particulières et qui parfois tardent à être, je dirais, mises à disposition pour consultation. Ça, c'est un autre aspect, c'est un problème non pas de secret, mais un problème de processus administratif sur lequel il faut sans doute travailler un peu. Est-ce que je peux juste dire un mot avant de partir, parce que là, il faut vraiment que je parte. Oui, oui, allez-y. Oui. Je pense que notre problème, c'est un problème de gens sérieux et de gens qui ne le sont pas. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn une invitation de quelqu'un qui est sans doute très bien, ufologue. Quand je suis allé voir sur son site, c'est rempli d'extraterrestres, de trucs. Enfin, et à partir du moment où là, ça me paraît, on est tout de suite dans une logique sensationnelle, émotionnelle, qui sort complètement du cadre rigoureux du GEPAN, de Sigma 2, de la 3AF, et de nos propres expériences, pour lesquelles moi je ne dis pas, évidemment, que j'ai vu une soucoupe volante ou des extraterrestres avec un long nez vert, etc., etc. Et donc, j'ai envie de dire, ceux qui polluent un peu ça, c'est surtout ces gens-là qui prennent le sujet, qui est très porteur, euh, et qui, je pense, dénature, discrédite peut-être les gens sérieux. Bon, voilà, c'est mon avis. En tout cas, je n'ai pas donné réponse à cette demande, parce que je ne veux pas cautionner ce genre de choses. Ce qui ne veut pas dire que le phénomène extraterrestre n'existe pas. Je n'ai pas dit ça. Alors, y a-t-il dans... Oui, Juste, merci. Denis, juste, Oui, je voudrais vas-y. souligner, merci beaucoup, Bruno, pour cette intervention, parce que vraiment, l'activité GEPAN, le témoin du GEPAN, il est à 99% ce que vous dites, c'est-à-dire quelqu'un sérieux, qui a vraiment fait une observation. Il faut qu'il renseigne un questionnaire. C'est une démarche qui engage, voilà, qui demande du temps, qui demande un certain investissement. Donc ça, ce que manipule le GEPAN, l'information que reçoit le GEPAN, elle n'est que sérieuse avec des témoins qui ont vraiment fait une observation étrange. Et c'est vrai qu'il y a des fantasmes qui traînent
voilà, vos témoins, ils sont ci, ils sont ça, voilà. Bon, non, non, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Par contre, c'est sûr que c'est pour ça que parfois, des fois, on parle d'intelligence artificielle. Moi, je pense que le sujet des pans est vraiment un sujet qui ne se prêterait pas du tout à l'intelligence artificielle au titre de, il traîne sur le web une quantité d'informations qui sont d'une fiabilité, voilà, vraiment il y a de tout et son contraire. À mon avis, voilà, c'est vraiment le lieu où la donnée, elle est vraiment, il y a du grand n'importe quoi, il y a des choses très sérieuses, mais il y a aussi des choses, voilà, un peu trop hors sujet, quoi. Très bien. Je voudrais donner l'occasion pour les quelques minutes qui restent de cette matinale passionnante, hein, donner l'occasion à des participants qui ne sont pas encore intervenus et qui voudraient poser une question. Alors, Valentien a levé la Oui, main. Vas-y. bonjour. Est-ce qu'il est possible que les pannes soient dues à un phénomène de célérité et pas à une vitesse physique? Je m'explique. Quand vous avez un écran d'oscilloscope, le spot peut se déplacer sur l'écran à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Si vous avez donc, pour prendre une analogie, si vous envoyez une puissance dirigée dans l'atmosphère, vous pouvez avoir un objet qui est ionisé, qui a une signature visuelle et une signature radar. Et si vous déplacez le faisceau, vous avez des accélérations qui ne sont pas limitées. Alors, c'est un témoignage, enfin, c'est une explication. Quelle est la question alors sous-jacente? La question, est-ce que cette hypothèse est envisagée On dans le PAN? on a, je vais répondre, je dirais, aussi simplement que possible par rapport à cette question. La question a été évoquée dans les observations qui ont été faites par les Américains, par exemple en 2004 par le groupe Nimitz. Leurs radars ont enregistré toute une série d'échos radars à 80 000 pieds qui variaient d'altitude simultanément, très rapidement, je dirais en descendant au niveau de la mer et en remontant. Euh, il y a eu une perception visuelle puisqu'il y a eu des contacts entre les F-18, contacts visuels, avec ce qu'ils ont appelé un tic-tac. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Une hypothèse a été émise comme quoi il pourrait s'agir d'utilisation de plasma généré artificiellement par des moyens du type laser, enfin laser Oui. filamentaire, etc. Bon, les discussions qu'on a pu avoir en interne de la commission Sigma 2 sur ces sujets-là, on n'a pas forcément accès à toutes les informations, mais on est quand même spécialiste d'armes énergie dirigées, c'est que ces technologies qui sont développées à certains endroits permettent sans doute de générer des effets effectivement avec de l'émission optique et de la réflectivité radar, mais à des très courtes distances, par exemple pour développer des technologies de l'orage, etc. Ce qui est très différent d'imaginer une plateforme qui serait capable de générer autant de phénomènes de ce type-là à des distances de 100, 150 km, etc. Ça, c'est un premier aspect, je dirais, de l'explication. C'est pas le seul. Après, il y a, je dirais, toute une série d'observations sur ce cas-là qui a été faite 3 jours durant. J'ai eu l'occasion de discuter, et c'est dans le webinaire qu'on va publier, avec le responsable des radars du croiseur Princeton qui accompagnait le Nimitz. Et donc, ils ont vérifié le radar N fois. On peut penser aussi à des signaux parasites. Il ne s'agissait pas de signaux parasites, les signaux étaient très cohérents. Et ce contrôleur nous a expliqué d'ailleurs qu'après l'observation, tous les enregistrements ont été récupérés par des gens qui sont venus à bord et ils n'ont eu aucun débriefing sur le sujet. Point final. Bien, merci. Il y aurait Oui, beaucoup à dire, juste très, très rapidement. Alors, là, on parle d'anomalie et l'anomalie instrumentale, voilà, ça va sur un terrain, on pourrait en discuter 1 heure et plus sur le sujet. Et il faudrait, par rapport à votre question, discuter de la perception, c'est-à-dire que très souvent, au GEPAN, on reçoit des témoignages d'observation de vitesse fulgurante ou d'accélération incroyable. Bon, et la perception, l'estimation des distances, on en a parlé tout à l'heure pour un pilote, l'estimation de la distance et donc d'une vitesse ou d'une accélération, voilà, c'est très difficile, quoi.
Et Merci. c'est difficile de le relier à des moyens de propulsion connus, y compris, encore une fois, de propulsion naturelle, car l'hypothèse de plasma naturel se déplaçant à grande vitesse a été évoquée. On a un spécialiste dans l'équipe Sigma 2 qui participe d'ailleurs aux travaux du GEPAN, qui est le directeur enfin, responsable d'un laboratoire de recherche sur la foudre, et des boules de plasma ou des choses apparentées à de la foudre en boule volant en altitude, voire plusieurs sphères lumineuses, ça existe, mais on n'a pas observé et enregistré de tels phénomènes dont la vitesse excéderait Mach 1 ou avec des changements de direction extrêmement brusques, etc. Donc il y a des choses qui peuvent être en correspondance et au contraire des choses qui ne correspondent pas du tout. Bien, écoutez, on arrive au terme de cette matinale qui était tout à fait passionnante, hein. Je voudrais remercier donc les quatre experts en premier lieu, hein, d'avoir accepté d'animer cette matinale et puis d'avoir été aussi passionnants dans leurs explications. Je remercie aussi les participants de 7 juin à nous et surtout ceux qui sont intervenus pour exposer des témoignages ou poser des questions. Je vais mettre un terme à cette matinale et merci à tous et à toutes et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Le sujet n'est pas encore déterminé. La prochaine matinale aura lieu au deuxième semestre, probablement dans le dernier trimestre 2024. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour une prochaine matinale. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le rapport Sigma 2 de 2021 fait 400 pages et il est plein d'informations sur des tas d'observations qui ont été faites, certaines explications et au contraire la recherche d'explications. Pour les passionnés, allez donc voir. Et il y a un résumé de 17 pages pour entrer en matière.